Voilà, alors suite à la vidéo que j'ai faite sur la domestication, je vais continuer pour expliquer, pour parler de la civilisation qui est la suite logique. Alors, et je vais notamment parler d'un bouquin que j'ai présenté à la fois précédente et qui, je ne sais pas s'il va faire du bruit, je pense qu'il est trop mal écrit pour faire un hit, mais disons qu'il il rassemble des idées vraiment percutantes et je pense que, en tout cas, le concept qu'il agite mérite de devenir un classique. Parce qu'il résout un peu tous les questionnements qu'on peut se poser. Et que j'aurai peut-être le temps de résumer, c'est-à-dire l'historique du questionnement sur la civilisation et les grandes figures de ce questionnement. Alors, donc la fois précédente, j'ai parlé de la domestication et j'ai dit que c'était en rapport, en fait, c'était une adaptation, un façonnement de l'écosystème par la domus, qui est donc qui est la caractéristique de l'homme sédentarisé qui se construit autour d'un foyer et d'une maison, d'un abri sédentaire. La civilisation, c'est la suite logique, c'est-à-dire qu'après la domus, on a la kiwis et on a donc la cité, c'est-à-dire un ensemble de foyers qui se regroupent en unité politique. Alors, la première révolution, donc, qui a eu lieu à peu près il y a entre 10 et 12 000 ans, c'est donc la révolution horticole. C'est-à-dire qu'on est passé de la chasse et la cueillette à un mode d'exploitation de l'environnement horticole, c'est-à-dire sous le mode du jardin finalement. C'est-à-dire qu'on continue un peu à chasser, il y a une transition douce, hein, tout le monde qui n'a pas eu une transition brutale, ça n'a pas été une invention, c'est juste une transition douce et l'abandon d'un mode de subsistance pour un autre, progressif, et qui d'ailleurs dure encore, même dans les sociétés du 18e en France, il y a des gens chassaient encore. Ça servait parfois de jonction dans les périodes difficiles. Donc il y avait la société horticole est une société d'exploitation sans vraiment utiliser sans labour et sans exploitation vraiment intensive. C'était l'agriculture de petite échelle sur le mode du jardin. Puis il n'y a pas vraiment eu de densification énorme, mais il y avait quand même une densification suffisante pour mener à la sédentarisation. Puis on est passé ensuite à des civilisations, c'est-à-dire à la civilisation, c'est-à-dire à la création de cités. Alors tout le monde a entendu parler de certaines cités en Anatolie, etc., qu'on étudie actuellement, qu'on déterre. Cataloyuk, enfin il y en a plein, il y en a aussi au Moyen-Orient, et donc ce sont des premières cités, et elles sont fondées sur l'utilisation d'une autre technologie pour exploiter l'environnement, qui est une technique agraire, c'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser plus qu'une civilisation horticole, c'était une civilisation de la céréale, des céréales et de la culture par labour, avec des animaux de trait et le retournement de grandes surfaces, et donc ce qui a permis de créer une civilisation fondée sur le grain principalement, qui a permis donc à disons une division par classe, qui a permis de l'accumulation, la création finalement c'est un peu le précurseur de la monnaie, le grain, puisqu'on peut l'échanger, on peut le stocker, et finalement cette structure de production qui explique toute la structure de la société. La création des armées pour protéger justement le grain, parce que la création de classes dirigeantes qui avaient comme fonction de s'occuper de la gestion des stocks, de leur distribution, et qui avaient de fait un pouvoir énorme. Donc c'est la création de la civilisation agraire. Alors pourquoi les hommes sont passés tout d'un coup, il y a 10-12 000 ans en Anatolie, on pense aujourd'hui que c'est Anatolie, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a actuellement, on est en train de découvrir un site, je ne m'aventurerai pas à citer le nom,
et qui se trouve en Anatolie et qui est qui serait le site de transition entre justement ces sociétés de chasseurs-cueilleurs et vers la société horticole. Donc pourquoi ça s'est passé là? Et en fait, l'hypothèse la plus plausible, c'est que ça s'est passé parce que, en fait, dans cette région du monde, il y a eu une densité démographique trop importante et il y a eu un changement probablement climatique qui a fait que soit les hommes arrivaient à tirer, arrivaient à exploiter de façon accrue leur environnement par rapport à la chasse et la cueillette, soit ils disparaissaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au même endroit, on a eu deux réactions face à un changement climatique qui n'était pas extrême, hein, mais bon, à l'époque, on avait une densité de population qui avait augmenté, et on a eu donc deux réactions. D'un côté, on a eu, comme ça se voit aussi aux États-Unis, en Amérique, avec l'appauvrissement du gibier de la grande faune, on voit soudain en Amérique le même système, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs développent soudainement, c'est l'espace d'un siècle ou deux, des techniques de taille de pierre très sophistiquées. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils n'ont plus le gros gibier, donc il faut qu'ils aient des pointes beaucoup plus fines pour attaquer des gibiers plus rapides et mettre par exemple sur des flèches qui peuvent aller plus loin. Et donc on voit soudainement, d'une part, on a le même principe au Moyen-Orient, des tribus très proches, une va développer des pointes très fines, taille magnifiques, qui sont capables par exemple de tuer des lapins ou des animaux beaucoup plus rapides, beaucoup plus petits, avec des projectiles beaucoup plus fins, et d'autres qui ont choisi un chemin un peu différent, probablement parce qu'ils étaient sur des zones où il y avait cette possibilité, et ils ont choisi de stocker des céréales. Et au départ, on a juste le ramassage et le stockage de céréales, ce qui n'intéressait pas énormément ceux qui vivaient sur place autrefois. Pourquoi ? Parce que l'explication la plus simple, c'est que c'était en fait un substitut inférieur. C'est-à-dire que les céréales étaient un substitut inférieur, et c'est donc un pis-aller qui fait qu'on est passé de la civilisation de la chasse et de la cueillette à une civilisation ou disons à une culture de la chasse et de la cueillette, à un mode de subsistance fondé sur le ramassage d'une variété de plantes presque exclusive, les céréales, et de quelques animaux qui puissent s'adapter à ce mode de subsistance. Alors comment on sait que c'est un pis-aller, que ça n'a probablement pas été un choix, et que ça correspond bien à... D'abord parce que ce qu'on constate, c'est que ce passage s'accompagne d'une constitution physique très dégradée. Quand les hommes passent de la chasse à la cueillette, on trouve sur les mêmes sites, en quelques générations, on constate que le passage s'accompagne de nombreuses maladies au niveau osseux, qui laissent des traces au niveau des squelettes, une taille beaucoup plus réduite, et donc il est clair que ça n'a pas été une découverte, ça n'a pas été un choix, disons, conscient. Ça a été en fait une adaptation qui s'est faite due à la densification de population dans un environnement soudain, probablement dû à un changement soudain dégradé, et donc ils n'ont pas pu, et donc c'était un pis-aller, c'est-à-dire que si il y avait eu assez de gibier, ils étaient moins nombreux, ils auraient continué la chasse et la cueillette, et c'est ce qu'on constate dans tous les autres endroits où les hommes sont moins nombreux, et ça, il faudra revenir à pourquoi tout d'un coup il y a eu cette densité qui s'est accrue. Et donc dans les autres endroits, les hommes en général ont continué la chasse et la cueillette, et jusqu'à aujourd'hui il y a de nombreux peuples. Donc l'agriculture, le passage à cette horticole ne constitue pas un progrès, au sens où ça constituerait un choix conscient, mais c'est simplement un progrès au sens d'une histoire, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et les hommes se sont adaptés. Et en fait, si on regarde vraiment sur des critères qui à nous paraissent positifs, c'est-à-dire l'état de santé, etc., c'est pas un progrès, c'est plutôt une régression. Alors que si on va plus loin, la société horticole, ensuite il y a eu l'élevage qui s'est aussi installé. Alors là c'est la même raison, c'est que les bêtes sauvages se sont amoindries et que donc dans certaines régions on pouvait nourrir avec les céréales, dans d'autres c'était difficile, et il y a eu indépendamment la domestication qui apparaît à peu près à la même époque. Et je pense que en fait le critère, et c'est ce qui ressort de quand même pas mal d'analyses,
Ce qui explique ce passage, c'est que dans cette région-là du Moyen-Orient, il y avait une densité de population très forte et qu'il y a eu différentes voies qui ont été explorées pour pouvoir exploiter l'environnement de façon plus intensive. Et donc, c'est pour ça que ça explique pourquoi, à ce moment-là, est apparu dans cette zone l'agriculture et l'élevage en même temps. Et c'est-à-dire que ces peuples ont trouvé à peu près à la même époque, c'est sur un millénaire, à peu près, ont domestiqué pas mal d'espèces, à la fois animales et végétales. Donc on a la naissance aussi de l'élevage dans cette région, et de la plupart des animaux domestiques qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, ensuite, on passe à la société agraire, et là on constate à nouveau une dégradation. C'est-à-dire que avec la densification qui s'accroît, on a l'occurrence d'épidémies qui sont dues, en fait, on le sait maintenant, qui sont dues à la promiscuité entre l'homme et le bétail, ce qui fait que, pour qu'il y ait des épidémies, donc la plupart des maladies, visiblement, sont issues de la cohabitation de l'homme et du bétail, donc les grandes épidémies, parce que ce sont des maladies qui n'existent pas vraiment à l'état sauvage pour l'homme. Chez les chasseurs-cueilleurs, il y a d'autres types de maladies, mais pas les épidémies modernes qu'on connaît, tuberculose, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui sont dues à la civilisation. Et donc, avec la densification, naissent ce genre d'épidémies, et on sait aujourd'hui qu'il faut une certaine masse critique humaine pour qu'elle puisse se transmettre et s'établir. Que ce soit, mais vraiment toutes. On peut chaque maladie, les grandes maladies contagieuses, la rougeole, etc. On peut analyser leur origine en fonction de l'espèce animale dans laquelle elle s'est formée ou à laquelle elle est présente de façon naturelle. Et on peut aussi savoir à partir de quelle densité et quelle masse critique d'humains il faut pour qu'elle puisse s'établir et se maintenir. Et en dessous de cette masse critique, cette maladie ne peut pas se transmettre. Donc c'est vraiment avec la civilisation agraire que naissent un tas d'inconforts qui font plutôt penser que si l'homme avait vraiment eu un choix, ou si c'était un choix éclairé, il aurait probablement fui la civilisation. Donc il n'a pas eu le choix, c'est quelque chose qui s'est imposé par une histoire progressive de densification, de jeu de pouvoir, de certains qui tiraient profit de ce genre de situation, notamment les classes qui avaient une maîtrise des stocks de grains, etc., et qui, de toute façon, avaient intérêt à maintenir captifs. Et en général, eux, d'ailleurs, avaient une alimentation beaucoup plus équilibrée que les masses, continuaient à chasser, etc., comme les nobles, dans nos sociétés occidentales. Donc, eux ne voyaient pas trop. Bon, mais pour la masse, c'était une régression. On a notamment, avec la civilisation, on a l'accroissement des inégalités, l'accroissement de la pauvreté, c'est-à-dire une masse d'hommes qui n'ont pas accès aux ressources et qui sont dépendants de la hiérarchie pour pouvoir manger et qui mangent souvent très mal. Et on a dans toutes les anciennes civilisations une masse de pauvreté qui est assez faramineuse. Donc évidemment, si on prend comme étalon de ce qu'est une société civilisée, une société moderne, on se plante complètement. C'est une exception totale et j'expliquerai d'où elle vient. Donc la civilisation est une régression qui est due à une densité de population élevée. Alors, pourquoi la question qui se pose, c'est pourquoi l'homme s'est densifié. Et c'est là que je remonte le bouquin, là. Alors, si on regarde... donc, je ne sais pas comment appeler ce mouvement d'auteurs en priorité américain. Je ne sais pas pourquoi en Europe, c'est pas très à la mode. En Europe, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'idées qui sortent en ce moment, à part François Hollande. Je sais pas, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment la merde. Bon, il y a eu un peu l'insurrection qui vient, tout ça, mais bon, c'était plutôt, on reste dans la réaction. Mais dans l'analyse de fond, en Europe, c'est assez mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, bon, il y a eu donc Diamond et compagnie. Sont tous ces auteurs, on pourrait appeler ça ou l'archéologie écologique ou environnementale, ou les visions environnementales du développement humain, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, il faudrait donner un titre. Et lui, ce Craig Dewar, c'est le dernier d'une série. Alors c'est pas excessivement brillant si on compare
à Diamond. Diamond, c'est quand même un peu plus original. Par contre, je pense que le résumé est percutant. C'est-à-dire que je vais donner sa thèse, et c'est un principe simple qui explique tout. Voilà, c'est la puissance. Alors que Diamond, c'est quand même un érudit. Lui, il n'est pas forcément aussi érudit, mais il a fait la synthèse de tout ça, et c'est percutant. Alors, qu'est-ce que constate Diamond? D'abord, Diamond, il constate que la population a un effet important, c'est-à-dire le nombre explique quand même beaucoup de caractéristiques fondamentales des sociétés, et il explique aussi qu'en fait, il explique un peu l'histoire de l'humanité, de l'archéologie, et il présuppose déjà, dans son bouquin Guns, Germs and Steel, que en fait, donc il explique que la civilisation a quand même apporté beaucoup d'inconfort, que ce soit les guns, germs, les maladies qui viennent avec l'acier. Mais il explique aussi il relativise le caractère positif de la civilisation. Il analyse de façon scientifique. Et ça, c'est assez récent, c'est assez nouveau, et c'est assez bien fait, à la lumière de tous les résultats archéologiques. Mais il montre aussi qu'il y a un côté négatif que quand même la population joue intrinsèquement un rôle important, le nombre, et explique la tendance quand même destructive qu'on constate actuellement dans l'environnement. Mais ça reste en filigrane dans sa thèse. Ce qu'explique Dilworth, et ce qui est assez puissant, c'est qu'il explique qu'en fait la population, c'est la clé de voûte de tout. C'est la clé de voûte de tout. Et il part d'une perspective écologique, purement écologique, c'est-à-dire il analyse l'homme comme